suis ravi de vous accueillir aujourd'hui en tant que modérateur de ce workshop avec Madame Maria Khedda et Madame Benfaraj Latifa. Ce workshop est intitulé « Prise en charge infirmière des patients en déficit immunitaire primitif et injection des immunoglobulines en intraveineuse ». C'est un bonheur pour nous de pouvoir organiser cet atelier en marge du 17e congrès sur le déficit immunitaire primitif sous la présidence de notre cher professeur Ahmed Aziz Bousfeha. Notre workshop sera divisé en 2 sessions. Donc, la première session, c'est la session d'aujourd'hui qui sera dédiée à des présentations faites par des experts dans le domaine des déficits immunitaires primitifs, ainsi qu'en psychologie clinique. Ces interventions nous permettent d'approfondir nos connaissances et de mieux comprendre les déficits auxquels font face à nos patients. Donc, nous avons la chance d'avoir des interventions de qualité qui partageront avec nous leurs expériences et leurs savoirs, et j'espère que vous trouverez ces échanges enrichissants et inspirants. Je vous encourage encore à participer activement, poser des questions, partager vos propres expériences. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative dans la prise en charge de nos patients. Bon, avant de commencer, on va commencer plutôt par une présentation de chaque participant pour mieux nous connaître et favoriser les échanges. D'accord ? Donc, je vais commencer moi-même. C'est Yassine Halfichi, infirmier au niveau de CHU Casablanca, doctorant à la faculté de médecine et de pharmacie, laboratoire d'immunologie clinique, inflammation et allergie, et membre à l'association internationale des infirmiers en déficit immunitaire primitif. Bon, on va commencer par le monsieur. Bonjour, moi c'est Djibi Mbaye, je suis infirmier en dermato à Dakar, à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Bonjour, donc je suis Dr Monia Benhad, je suis professeur agrégé en pédiatrie et immunohématologie au Centre national de greffe de moelle osseuse de Tunis. Bonjour, Fatam Zahra Ben Ammar, infirmière dans la clinique Medina, service hématologie. C'est Marsan Rizlan, infirmière au niveau de l'hôpital du jour à Cheikh Khalifa. Chouaib Hellal, infirmier polyvalent au service P1 à l'Harouchi. Houda Chadil, infirmière en pédiatrie au service des maladies infectieuses. Nohaïla Loualid, infirmière polyvalente au service de la pédiatrie 1. Nahir Hasna, infirmière à l'hôpital d'enfants, service de réanimation pédiatrique. Bonjour, je m'appelle Maad Hatimi, infirmier polyvalent au service de pédiatrie CHU d'Agadir. Bonjour, je m'appelle Hajar Mahmoud, je suis infirmière en service de pédiatrie au niveau de CHU Susmassa d'Agadir. Bonjour, je m'appelle Mouadi Boubkar. Je suis infirmier polyvalent CHU Marrakech, service pédiatrie. Salam alaikum, je m'appelle Talibi Mohamed, infirmier polyvalent, service hémato-onco-pédiatrique CHU Hassan de Fès. Bonjour, Amla Khalil, infirmier polyvalent, service d'hémato-oncologie pédiatrique au CHU Hassan II. Bonjour, je m'appelle Oumeima, infirmière au niveau du shop de 20 août. Bonjour, je m'appelle Nejouad Dehbaoui, infirmière polyvalente au service médecine interne, CHU Casa. Bonjour, c'est Zarir Amel, infirmière anesthésiste de formation de base. Je suis chef de service des affaires professionnelles et soins infirmiers au CHU de Casablanca et je suis doctorante au laboratoire Lycien. Bon, merci à tous pour votre présentation. Alhamdoulilah, il y a une diversité des services et des villes. C'est une bonne chose. Nous allons maintenant entamer notre programme par la première session. Pour commencer, j'ai le plaisir de présenter Madame Latifa Benfaraj. C'est l'infirmière chef du service d'hématologie, déficit immunitaire et greffe de la moelle osseuse au CHU
de Tunisie capitale. Elle va nous faire part de son expérience précieuse concernant la prise en charge infirmière des patients en déficit immunitaire primitif et les techniques d'injection d'immunoglobuline en intraveineuse. Madame Benfraj, merci d'être aujourd'hui parmi nous. La parole à vous. Bonjour à tous. Merci à vous. Merci. شكرا لإخوتنا المغاربة على حسن الضيافة. Merci, merci. En rappelant, je vais parler de l'expérience de la Tunisie en déficit, à la prise en charge d'un patient qui a un déficit immunitaire primitif. En commençant par la définition des déficits, les déficits immunitaires primitifs représentent un groupe d'affections hétérogènes provoquées par des défauts de base de la fonction du système immunitaire et donnant des infections récurrentes, réactions post-vaccinales, auto-immunité, allergie, cancer, adénopathie, splénomégalie et hépatomégalie. Oui. Ah oui, ok. Cette présentation se divise à deux parties. La première partie, je vais parler d'un cas clinique réel. C'est le cas de Rahma, un nouveau-né H24 de vie, paraconsanguin de premier degré original de Béja. Ses antécédents familiaux. Elle a 2 frères décédés à l'âge de 4 mois et 13 mois dans un tableau de détresse respiratoire et méningite. Sa sœur allogreffée à l'âge de 9 mois pour déficit immunitaire combiné sévère. Ses antécédents personnels, Rahma naît à terme, poids à la naissance 3 kg, Apgar 9910, examen à H24 de vie est normal. Dans ce cas, quelles précautions à prendre vis-à-vis de Rahma? Je vais poser une question. Est-ce qu'on l'hospitalise ou on le met sous antibioprophylaxie ou on fait des explorations immunitaires ou précautions vaccinales? Vous pouvez répondre. Qui peut répondre à cette question? Qu'est-ce qu'on va faire pour Rahma? Je répète, aucune précaution, hospitalisation, antibioprophylaxie, exploration immunitaire ou précaution vaccinale. Elle a 2 frères décédés, elle a une sœur greffée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, oui. Il faut explorer l'immunité et faire les précautions vaccinales. Elle ne doit pas être vaccinée avec les vaccins vivants tels que le BCG. Pas de vaccins atténués vivants. BCG, polio oral, ROR. Il faut mettre aussi les mesures d'hygiène, telles que minimiser les visites, ne pas embrasser, hygiène corporelle.
En premier lieu, on va faire les explorations telles que l'anafès et les bilans immunitaires. Après qu'on a fait ces bilans, on a distingué que Rahma, que les PNN sont élevés, les globules blancs, les bilans immunitaires, elle a confirmé qu'elle a un déficit immunitaire combiné sévère. Dans ce cas où on peut mettre Rahma. Où on peut mettre Rahma. Est-ce qu'on met Rahma dans une chambre avec d'autres patients ou en isolement protecteur ou en isolement septique ou en isolement protecteur et septique? Elle n'est pas septique. Ouais. Septique pour les malades qui ont des germes infectieux. Bon. L'isolement protecteur, il faut la mettre en isolement protecteur. L'isolement protecteur, c'est-à-dire il faut mettre Rahma dans une chambre individuelle, idéalement à flux laminaire, ou port des masques chirurgicaux à l'entrée à la chambre, hygiène des mains avant l'entrée, mettre un surblouse au tablier, gants lors des soins du patient, matériel propre du patient, linge du patient propre et emballé, ou si on a les moyens, on fait la stérilisation. L'alimentation, jamais d'aliments crus. Les boissons doivent être filtrées ou pasteurisées. Visite limitée avec lavage des mains, masque, charlotte, surblouse. Pas de visite même pour le père. On doit aussi mettre Rahma sous traitement. Et il faut aussi prendre en charge les infections évolutives, surtout le traitement de la bésicite. On doit aussi dépister les infections cachées, prise en charge nutritionnelle, prévenir la survenue d'autres infections. Et dans ce cas, la greffe de moelle osseuse est une urgence vitale. Pour dépister les infections, il faut faire chaque semaine PCR, CMV, herpès virus, EBV. Aussi, il faut faire les prélèvements périphériques, nez, bouche, oreille, peau, anus, urine, selles, pour étudier la coloration microbiologique. Le dépistage des germes multirésistants doit être à l'admission et en cours de l'hospitalisation par des prélèvements périphériques 1 à 2 fois par semaine. On utilise l'échantillon. On doit aussi prendre en charge nutritionnelle. L'alimentation des malades doit être normocalorique puis hypercalorique. Il doit être aussi stérile. Bon. Est-ce que sa maman elle peut continuer à l'allaiter ou non? Non.
Ouais. Il faut faire un PCR-CMV pour la mère. Il faut aussi prévenir la survenue d'autres infections en mettant le malade sous antibioprophylaxie. On donne triflécan 6 mg par kilo par jour, Bactrim 25 mg kilo par jour et la cyclovir. Aussi, l'autre traitement, c'est l'immunoglobuline polyvalente. Il faut aussi prendre des précautions transfusionnelles si le malade nécessite des transfusions. Les produits sanguins doivent être irradiés pour prévenir la réaction du greffon contre l'hôte à partir de lymphocytes viables des donneurs. Aussi doit être délicocyté à l'aide de filtres pour prévenir la transmission du CMV et la réaction du greffon contre l'hôte à partir des lymphocytes viables des donneurs. On incite encore une fois à la contre-indication des vaccins vivants atténés, BCG, ROR, polio oral. D'autre part, il est très important d'éduquer les parents parce qu'ils ont un grand rôle pour protéger le malade. Pour un déficit immunitaire combiné, il faut éduquer les parents, surtout pour l'hygiène des mains et des dents, éviction scolaire pendant les périodes d'épidémie de varicelle et de rougeole Covid, bonne nutrition, prévention de l'exposition aux personnes atteintes d'une infection. Et pour la prise en charge des anomalies de phagocytes, on insiste surtout à éviter l'exposition aspergillaire, c'est-à-dire il faut éviter la visite des grottes, des écuries, des hangars et des zones de construction ou de rénovation. Aussi, il ne faut pas prendre la température par voie rectale. Il y a des questions? Okay. On passe à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la perfusion d'immunoglobulines polyvalentes. Premièrement, il faut préparer le patient et le matériel. On commence par expliquer au malade le déroulement de la perfusion ou expliquer si c'est un bébé ou un enfant, il faut expliquer à la mère et suivre strictement la prescription médicale. Nom et prénom, dose surtout, mode, date d'admission, bilan et demander. Pour préparer les matériels, on a une liste des matériels, des gants stériles, plateau stérile, compresse stérile, sparadrap, garrot, bétadine, branule, seringue pour rinçage,
Et on peut mettre aussi gel désinfectant pour désinfecter les mains. Il faut préparer le matériel d'avance pour éviter le va-et-vient et les fautes d'asepsie. En cas de prémédication, la prémédication a lieu lorsque le malade elle a une allergie contre un produit d'immunoglobuline. Il faut préparer sérum physiologique, perfuseur, seringue de 2 ml, seringue de 20 ml, seringue 50 ml. Les produits existants en Tunisie, les flacons d'immunoglobuline. Il faut aussi qu'on ait un pot-seringue double voie, un voie pour l'immunoglobuline et l'autre voie pour l'hydrocortisone si le malade nécessite une prémédication. Il faut avoir aussi un chariot d'urgence auprès de malades. En parallèle. Non, il faut les mettre en parallèle. Embolis, on fait. Embolis, on peut le faire. Vous l'administrez embolis. Oui. Alors, il faut avoir aussi un chariot d'urgence près de malades. La technique d'administration des EG, c'est notre salle de soins. Il faut premièrement laver les mains, port de gants stériles, aspirer le contenu du flacon dans une seringue de 50 ml, l'adapter au prolongateur, puis purger la tubulure. En cas de prémédication, aspirer une ampoule Unidex de 4 mg dans une seringue de 2 ml et diluer l'hydrocortisone. Au lit de malade, mise en place d'une voie d'abord,
faire le bilan, prise de constante hémodynamique avant la perfusion d'ECG pour tension et température, brancher le circuit, adapter le seringue à la post-seringue, mettre le traitement en marche. Avant et... Le débit de la perfusion doit être d'un millilitre par kilogramme par heure, maximum 4 millilitres kilogramme par heure. Durée de perfusion 4 à 6 heures, minimum. Débit progressif. Surtout pour les malades qui prennent les immunoglobulines pour la première fois. Bon, il faut prendre toutes les 15 minutes de la première perfusion. Il faut prendre les constantes hémodynamiques toutes les 15 minutes, première perfusion, toutes les heures de deuxième perfusion, 1 heure après la fin de perfusion. La température, fréquence cardiaque, tension artérielle, la fréquence respiratoire, SpO2, SDL. Il faut aussi observer l'état cutané de malade et l'état neurologique. En cas de réaction, il faut arrêter immédiatement la perfusion d'ECG, appeler le médecin et remplir la feuille de surveillance et déclaration de l'événement indésirable. L'immunoglobuline, oui. Lorsqu'on a une prémédication, il faut qu'on ait le sérum physiologique, 20 ml par kilogramme, sans dépasser 500 ml 1 heure avant la perfusion d'ECG. L'Unidex 15 minutes avant la perfusion d'ECG. L'immunosuccinate à brancher dans une post-seringue en parallèle à la perfusion des immunoglobulines. Unidex avant 15 minutes de la perfusion. Oui, on insiste aussi à la surveillance attentive des malades, prise de constante hémodynamique pendant la perfusion d'ECG, fréquence cardiaque, tension artérielle, température toutes les 15 minutes la première heure, puis tous les 30 minutes, surveillance de l'état respiratoire, état de conscience, état de la peau. En conclure, la prophylaxie anti-infectieuse est la base des traitements de support des déficits immunitaires primitifs. Les mesures générales comportent une bonne hygiène corporelle, dentaire des mains, plus éviction de contact avec des personnes malades. Les mesures médicamenteuses diffèrent selon le type de déficit immunitaire.
pour l'immunoglobuline polyvalente en cas de déficit combiné ou en anticorps, Bactrim, cyclovir, triflucan, déficit pour le déficit combiné ou combiné sévère. Les immunoglobulines polyvalentes sont des traitements immunomodulateurs et substitutifs essentiels des déficits immunitaires combinés et combinés sévères. Ainsi, la connaissance parfaite par l'équipe soignante de ce traitement, ses modalités d'administration, les paramètres de surveillance et de la conduite à tenir en cas d'éventuelles complications sont primordiales pour garantir l'efficacité thérapeutique et la sécurité du patient. Elle permet aux soignants de participer à l'éducation thérapeutique de son patient afin d'améliorer la prise en charge globale de sa maladie. Il faut toujours parler avec le malade et lui expliquer son maladie. Vidéoperfusion de perfusion d'immunoglobulines polyvalentes. Voilà, la perfusion. Ça, c'est le matériel nécessaire. C'est notre collègue. Elle est en train de mettre le voie d'abord pour le malade. Il faut toujours parler au malade pour soulager son anxiété. Faire les bilans. Rinçage. C'est l'hydrocortisone. Unidex. Il faut purger.
Le scope pour prendre les constantes hémodynamiques. Aussi, il faut l'étiquette qui se trouve sur le flacon, il faut la mettre sur le dossier de malade. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Donc, pour la forme en poudre, donc, il faut faire attention, car si on met par exemple une reconstitution qui est inférieure à la valeur donc, qui est mentionnée, on peut augmenter la concentration et le patient pourra donc, présenter des réactions allergiques lors du passage. Oui, il y a la solution. Oui, donc il ne faut pas diminuer cette solution, il faut la vider totalement. Oui, donc oui. Il faut s'assurer que c'est transparent, que c'est limpide, que ce n'est pas jaune ou coloré. Donc, oui. Bon, je voulais vous poser une question. Par rapport à l'acte, avant de faire l'acte, il faut faire une préparation psychologique et physique du malade. Mais on n'a pas mis ça ici. La préparation psychologique et physique du malade. Psychologique. Psychologique et physique du malade. D'accord, d'accord. Okay.
Pour les transfusions irradiées et de leucocytes, est-ce que c'est seulement pour les malades candidats pour une allogreffe ou pour tous les malades ayant un déficit immunitaire? Combiné et combiné sévère. Alors, ils doivent tous recevoir des produits sanguins, donc des leucocytes pour prévenir donc, les réactions à CMV et irradiés pour prévenir les réactions de greffon contre l'hôte. Car donc, la transfusion elle contient des lymphocytes. Ces lymphocytes peuvent être, normalement, si nous avons un bon système immunitaire, on va éliminer ces lymphocytes. Mais chez un patient qui a un déficit immunitaire, ces lymphocytes peuvent proliférer et être nocifs pour les organes au niveau de la peau, au niveau du foie, du poumon. Donc ça peut être très nocif. Donc il faut faire attention. Même pour le PFC, il faut le décongeler et le ramener pour irradiation. Donc l'irradiation, elle va stériliser ces lymphocytes et prévenir leur multiplication. Ma question, c'est que dans notre contexte, les parents, des fois, n'arrivent pas à acheter la totalité des immunoglobulines. Alors, est-ce que cette dose qui est incomplète sera-t-il utile pour l'enfant ou bien non? J'ai dit que les parents n'arrivent pas des fois à acheter la totalité des immunoglobulines. Alors, est-ce que cette dose incomplète sera-t-il utile pour les enfants ou bien non? Utile. Par exemple, si on a 3 flacons à administrer et on a seulement un seul flacon, est-ce qu'on doit l'administrer ou bien on attend jusqu'à ce qu'on arrive? Bon, merci beaucoup Madame Benfaraj et Professeur Ben Khaled pour cette présentation vraiment pertinente et riche en informations. C'est bon. Maintenant, nous allons passer à la deuxième présentation de la journée. J'ai l'honneur de vous présenter Madame Amel Zerir, doctorante à la faculté de médecine et pharmacie Casablanca, au laboratoire d'immunologie clinique, inflammation et allergie, l'infirmière responsable des personnels à CHU Casablanca. Aujourd'hui, elle va nous présenter une étude intitulée « La communication thérapeutique » cas des infirmiers travaillant dans le service déficit immunitaire primitif à l'hôpital universitaire mère-enfant Abdelrahim Harouchi. Madame Zerir, merci de partager avec nous votre recherche et votre expertise. À vous la parole. Merci beaucoup aussi Yassine. Je remercie notre professeur Bousfeha pour cette opportunité qui a pu regrouper des infirmiers de tout le Maroc avec cette expertise qui ne serait qu'enrichissante. Donc, comme j'avais dit, je suis Zaril Amel, je suis infirmière de formation de base, j'ai fait mon 2e cycle, je fais actuellement mon doctorat et je suis chef de service des soins infirmiers au CHU de Casablanca. Donc, comme a dit notre collègue, la partie de la biothérapie, de la partie médicale, mais il faut toujours aborder ce patient et aborder cet enfant. C'est une pathologie qui est très lourde de conséquences, une préparation, de longues hospitalisations. Et puis, je pense qu'on est tous dans le contexte pédiatrique. Il y a cet enfant, il y a aussi sa famille. Il y a ses parents qui le voient traumatisé, en train d'être perfusé. On a vu de grosses seringues de 60, SAP, le scope, toute cette surveillance qui est très lourde. Donc, il n'y a pas que le côté médical ou la biothérapie, il y a aussi le côté communication. Donc, avant de commencer, j'ai cette question. Est-ce que vous savez, premièrement, c'est quoi la communication thérapeutique? Et qui dit communication thérapeutique, on voit qu'il y a le terme thérapie. Donc, c'est aussi une thérapie. Ce n'est pas que de la communication, mais aussi il y a un médicament là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous déjà eu une formation dans la communication thérapeutique? Une idée, c'est quoi?
La communication thérapeutique sert à expliquer au malade et sa famille le protocole et les effets indésirables et tout ce qui concerne le protocole de soins. Non, c'est ça. Donc, ma présentation, elle sera sur deux parties. Une partie théorique qui ne traite pas de la communication thérapeutique, mais qui décrit un peu tout ce qui est soins infirmiers en matière de communication. Et une deuxième partie, on avait fait une petite enquête au niveau de services de déficit immunitaire pour aborder nos infirmières, comme vous, et voir leurs connaissances en matière de communication thérapeutique. Est-ce qu'elles exercent cette communication ? Est-ce qu'elles ont des notions par rapport à la communication thérapeutique? Alors, vous allez voir les résultats. Et j'en suis certaine que ces résultats peuvent être dupliqués même à vous, parce qu'il y a des infirmières qui font cette communication chaque jour. Elles sont inconscientes ou il leur manque un peu de formation. Nous tous, on fait de la communication, mais chacun, il a fait de sa façon, de sa manière, pas de façon qui est académique et qui est, je dirais, pédagogique et bien structurée. Tout soignant, il fait chaque jour de la communication sans le savoir, sans le tracer et sans le... Donc, pour introduire, on a ce constat. Donc, plusieurs écrits démontrent que cette communication, c'est un élément fondamental de soins. C'est ce que je viens de dire. On le fait chaque jour parallèlement à l'injection, à la perfusion, sans être au courant. Et puis, cette communication, elle a un impact très positif. Quand tu vas voir l'enfant, il a confiance en toi, c'est déjà, tu as gagné une bonne partie pour qu'il puisse te donner sa main aisément, qu'il te fait confiance pour le traitement, que tu l'abordes, que tu abordes sa famille. Donc, elle influe très positivement sur le résultat thérapeutique. Et malheureusement, lorsqu'on a supervisé nos équipes de soins, comme j'ai dit, les infirmières ne font pas, elles ne savent pas qu'elles font de la communication thérapeutique sans qu'elles le sachent. Certes, qu'il leur manque un peu de formation et que cette communication soit structurée. Donc, pour notre enquête, on s'est posé quels sont les facteurs qui ne laissent pas ces infirmières faire cette communication thérapeutique. Est-ce qu'un manque de formation, un manque de temps, une pénurie de personnel, une surcharge de travail, non-implication dans l'équipe? Donc, on va voir toutes les réponses. Ça a démarré avec la définition de santé, comme on a eu tous dans nos écoles. La définition de l'OMS, c'est le bon état santé psychique, psychologique. Donc, ça, c'est une définition qui est très dépassée. Donc, quand on prend un patient, on le prend avec son environnement, avec sa personne, même si c'est un enfant. Donc, c'est une prise en charge holistique, donc dans sa globalité. Il n'y a pas que la maladie. On ne traite plus que la maladie, que le déficit immunitaire. On traite le culturel, on traite le social, on traite l'économique. Donc, on ne traite plus la notion de DIP, de déficit immunitaire. On traite tout ce qui entoure ce patient, sa famille et le contexte d'où il vient. Donc, ça a commencé très longtemps dans les pensées infirmières. Ce n'est pas un truc qui est très récent. Donc, on a vu que déjà en 1900, on ne traitait que la maladie. On disait que c'était un phénomène contextuel, variable, avec des éléments. Et puis, il y a la notion de santé publique. Lorsqu'on a pu séparer les bactéries, les microbes, donc cette notion de santé publique. Lors des épidémies, il y avait les phénomènes qui étaient centrés sur les personnes. Donc, c'est l'isolement, c'est les épidémies qui ravageaient toutes les personnes. C'est la santé, elle était centrée sur des personnes. Un peu, on s'est ouvert sur le monde avec la mondialisation, les barrières qui se sont ouvertes.
Et dernièrement, c'est le phénomène de transformation qui était mis en vigueur dans toutes les théories des infirmières, de la philosophie des soins infirmiers. Et parmi les pionnières de ces théories, il y a Edgar Peplo, comme toutes les infirmières, c'est une infirmière de base et qui a suivi son cursus en psychologie. Et puis, elle était docteur en éducation. Et c'est une théoricienne des soins infirmiers dont le travail s'inscrit dans la théorie qu'on a appelée transformationnelle, que je viens de citer. Donc, pour elle, le soin, c'est une relation d'aide. Ce n'est plus une relation de guérison, c'est une relation d'aide entre l'infirmière et on voit le mot client. Donc, le patient n'est plus le terme patient, ça a changé, ça est devenu un terme client. Et bien sûr, on sait que le clientélisme, il a plusieurs facteurs, plusieurs définitions, et non le mot malade. Et puis, elle a parlé que le développement personnel de chaque infirmière crée une différence substantielle dans ce que chacun des patients apprend. Ça veut dire que chaque infirmière a sa personnalité et chaque patient a sa personnalité. Donc, comment l'infirmière, je dirais Fatima, aborde le patient Younes, ce n'est pas comment l'infirmière Maria aborde le patient Zakaria. Et comment la première infirmière va aborder le deuxième patient, ce n'est pas comment la deuxième infirmière va aborder le premier. Donc, Edgar Peplo, elle a parlé très longtemps que chaque infirmière, elle est unique, et chaque patient unique, et chaque situation de soins, elle est unique. Elle a parlé aussi d'un échange réciproque entre l'infirmière et son client. S'il n'y a pas cet échange réciproque, on est des robots, je pense. On est dans le technique. On est dans ta main, je prends la voix, et c'est terminé, le médicament en train de passer, je vais mesurer les constantes toutes les 10 minutes. Mais là, Peplo, elle parle d'un échange réciproque. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que je peux prendre la voie veineuse dans la main droite? Ça ne change rien, mais ça rentre dans la communication thérapeutique. Lorsque vous donnez le choix aux patients pour des choses que nous, on voit que c'est très banal, et puis on vient comme ça, brusquement, on tend la main, on s'en fout qu'elle soit la droite, qu'elle soit la gauche. Et lorsque tu donnes, et surtout à l'enfant, elle m'a donné le choix. C'est un enfant, mais pour lui, quand tu lui donnes un enfant un choix de couleur, c'est tout un autre processus. Et c'est là que démarre cette situation de mise en confiance. Et l'échange réciproque entre cette infirmière, elle parle qu'il crée un forum. Vous voyez que les mots, ils ont changé. On ne parle plus de thérapie, de pathologie, de maladie X, de maladie Y. Cet échange entre l'infirmière et son patient est devenu un forum. Qui dit forum dit échange. Et puis, elle a nommé l'infirmière comme investigatrice. C'est plus cette infirmière qui donne les ordres. انا قلت لك في الخضره قلت لك سرح يدك قلت لك ما تحرك سي ان انفون غادي يبغي يتحرك غادي يبغي ينقز دونك انا وياه تندخلوا في واحد الحوار تنعطيه الاختيار je ne donne pas les ordres la génération il a changé le patient il a changé l'enfant il a changé et nous-mêmes infirmières on a changé donc on est une force stimulante, comme l'a dit Peplo. C'est des termes de Peplo, je l'ai noté comme ça de son livre parce que je n'ai pas pu changer. Donc c'est une interprète. Regardez les fonctions que prend l'infirmière. Et c'est une reporter, puisqu'elle reporte tous les éléments au médecin, à l'équipe qui est devenue plus complexe et multidisciplinaire. Bien sûr, l'abondance des données recueillies non sur les milligrammes kilos, mais qui sont donnés sur la vie. Comme a dit notre collègue, un patient qui n'arrive pas à assurer les 3 flacons, les 3 flacons, et donc il est parti dans le social, il nous a parlé qu'il est en difficulté sociale, il n'a pu se procurer qu'un flacon. Donc l'infirmier mchal social de le patient. On s'en fout, c'est bêtard, mais j'aime les flacons. Mais la question les est-ce que les 3 flacons seront bénéfiques? Donc, faites la thérapie.
فاتي انا حطوا لي لي 3 فلاكون غنخدم، ما حطوش لي ما غنخدمش. داكور. مي حنا ما تنشوفوش l'enfant كما قلتي، كنشوفوا il n'a pas les moyens, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que cette dose elle peut être positive ou négative, est-ce qu'elle va lui ramener du bien ولا غير غادي نلوحها في. Donc tu as recueilli des données de vie de patient, tu sais qu'il est pauvre, qu'il n'a pas les moyens, qu'il n'a pas la couverture médicale, مشيتي معاه اكثر من داك لو traitement. Donc, elle a participé activement au changement de la et sa contribution spécifique à la société et aux patients. Et elle a reconnu les sciences infirmières, vu ses diplômes en psychologie et en sciences humaines. Après PEPLO, les sciences infirmières ont été reconnues comme sciences humaines. Donc, ma une profession qui est paramédicale, l'injection, la prescription, mais dans la sociologie, la psychologie, d'ailleurs, plusieurs infirmiers, le cursus de premier cycle, même sur le deuxième cycle, dans des études de psychologie, de sociologie, etc., de sciences humaines. Donc, toujours pour PEPLO, elle a 4 notions. La notion de la personne, de l'environnement, de la santé et du patient. Pour elle, toute personne, c'est un être bio, psycho, socio, spirituel, unique. Et il est en développement constant. Le patient, la première séance d'injection d'immunoglobuline, ce n'est pas le même patient la deuxième fois, non? Les infirmières de pédiatrie, une avec leur expérience. Ce n'est pas le même patient. Il a acquis une expérience. La première injection, il s'est familiarisé avec les infirmières du service. Donc, chaque situation, elle a décrit que chaque situation de maladie, c'est une situation de transformation. Elle a transformé. Et la maladie, elle ne transforme pas toujours en négatif. Elle transforme aussi la personne en positif. Il est faible, la maladie, c'est cette expérience de maladie qui transforme la personne en personne faible, une autre personne. Et puis, d'après PEPLO aussi, chaque personne a une culture. Je ne sais pas si vous avez assisté à la séance d'hier, le docteur de Tunisie. Il a dit que le protocole thérapeutique que prescrit en France ou en Mali, en Niger, ce n'est pas le même protocole prescrit par exemple au Maroc, parce qu'il y a le contexte du culturel. Le culturel. Il a même donné l'anecdote, s'il y a un traitement, un produit qui peut lui enlever sa calvicite, mais à base de cochon, il ne va pas le faire parce que son culturel et sa religion lui interdit. Donc, aborder un patient, il faut entrer dans son culturel. Un patient جاي من الجنوب ماشي هو ديال الشمال، كاين شي كلمات عيب حنا كنقولهم في الدار البيضاء ان عاديين، تشوف لو باسون تخلع متلونات باهرب. حنا في كازا تنهضروا بيدينا تنشيروا، تيقولوا ما مالها كتغوت، هي ما كتغوتش. حنا في كازا عندنا الصداع ما كنسمعوش بعضياتنا، عندنا لا فوا توجور اوت، بالنسبه لهم حنا تنغوتوا. دونك وكتقولي ما مالها، انا كنشرح لها وهي تقلقت ما عجبتهاش. Non. Donc c'est inculturel. On est dans des différents CHU, différentes structures. اللي جاي من الجنوب، اللي جاي من الشمال. Un patient اللي لا famille ديالو عنده واحد الكلمة عيب وأنا. Donc chaque patient خصكون عنده واحد le respect ديال le culturel. Il n'accepte pas l'infirmier homme, une fille en préadolescence, bizarre, gynécologue homme, gynécologue femme. باقي le culturel واخا نبغيو نبانيوه il est toujours là. Donc tout patient, il doit être pris dans son entier, avec sa culture. Sinon, il y aurait un échec de traitement. Soyez sûrs. Et pour PEPLO toujours, le soin, c'est un processus interpersonnel, comme on a dit. C'est 2 personnes, c'est le soignant et le soigné, les la relation thérapeutique qui est interpersonnelle. Chacun des 2 personnes a son mot à dire. Donc, les mots-clés d'Yalha, en 12 rapidement, c'est que chaque personne a un besoin d'aide. Et elle a classé la relation en 4 étapes.
c'est la première phase d'orientation, ça veut dire on va lui clarifier la situation. غنبغي ندوز لك لي زيمينوغلوبولين ضروري غتشرحهم الا ما شرحتيهمش للونفون ابا اج وتبارك الله لي زونفون دابا كيفهموا كلشي الانترنت عارف كلشي الا كان صغير الا ما كانش راه كاينه اون فامي كي اتون لي كلاريفيكاسيون دايوغ سي ليكزامبل اللي قلت لي زانفيرميير دو بيدياتري 1 واش فاش كتجي ديري لو سوان كتقولي بونجور جو سوي لانفيرميير جو مو بريزونت بون نون جامي عنده اللي لابس طابليه بيضاء راه هو الطبيب بحال الانفيرميير بحال الكينيزيثيرابيوت بحال لي سوانيون. وهذه لا communication thérapeutique. Chacun se présente بصون نون بسا فونكسيون. كنجي كنوقف عليه طابليه بيضاء عرفتي شحال من طابليه بيضاء دازت عليه في النهار دونك Et puis il faut la phase d'orientation, le premier abord avec le patient, elle parle qu'il faut changer cette anxiété en énergie cumulée productive positive. هو مسكين في ان ايتا دونكسيتي مخلوع سورتو ان انفون il est abordable دغيا تيضحك دغيا تيترخى دونك يا بليزيور مويان باش غندخل معاه ما نبدا لو سوان تنشوفو ضاحك ديجا انت ما غتبقاش ديك لا كونتراكسيون موسكولير انت كتخشي في لاجيكسيون داك الموسكل باباه مكونتراكتي حتى كتقدر تهرس دي فوا مع هاد لا كاليتي ديال لي زانترانول اللي ولاو دونك غادي تكون لمصلحتك ولمصلحته حتى هو. Et puis à la deuxième phase, elle parle d'une phase de détermination. Donc elle va expliquer avec l'enfant la situation en fonction du besoin d'aide. Donc, les immunoglobulines ont d'autres besoins. ما عندوش غير لو بوزوان باش يدوز التريتمون غادي يمشي عنده لو بوزوان انه تقطع المدرسه ما بقاش في لو كونتكست ديال الدار نتوما مرابطين وحابسين وما تينقز ما تيدير والو دونك جو لوي بارل دي زوتر بوزوان اللي هما القلب ديال لا بروفيسيون انفيرميير Il y a la biothérapie, c'est ça, les médecins, on l'applique avec les prescriptions, avec le protocole, avec la rigueur d'hygiène, d'asepsie et tout. ولكن ما تنساوش راه عندكم un rôle infirmier propre. L'enfant a d'autres besoins que هذيك la maladie. C'est un enfant. دونك الا كانت المدرسه نشوفوا ليه الحمد لله دابا راه ولات وزاره التربيه الوطنيه دايره دي كونفونسيون مع لي زوبيتو باش ما يتقطعش من لا كلاس سكولير نقولوا لا مامون تجيب لي الا عنده شي كتيبات ولا شي قصص من الدار باش يكمل ماشي غنعزلو غنربطو غنحطو في ان لي حدا اون سوغرانغ اوتو بوسوز راك سمعتو شحال من ساعه راك كتخدموا كلكم في لي ديفيسيت. Et puis l'infirmière assiste et comprend les situations et les histoires de vie. Les histoires de vie sont très importantes pour le traitement et باش ينجح le traitement. راه قلناها ما عندوش باش يشري لي 3 امبول مولف ماما ولا كتجلس مع هذا ماما مشات تقابل الدراري الاخرين عنده plusieurs besoins qui sont au-delà de l'injection des immunodépresseurs. Et puis la troisième phase اللي كتدخل فيها l'infirmière c'est la phase d'exploitation. Donc là elle va utiliser tous les services qui lui sont offerts pour combler ses besoins. إلا عندها شي كتيبات كما قلنا تجيب ليه الكتيبات قدر يمشي يتحرك غير في لو كولوار سي ان اونفون ما يمكنش نربطو ملي تكون سالات الصاب دونك il y a plusieurs هذا. Et enfin il y a la phase de résolution donc elle planifie l'utilisation des ressources en vue de la communauté en vue de satisfaire les besoins et anticiper l'apparition بحال دابا غتولي anticipatif comme on avait dit un patient اللي دار لي la réaction anaphylactique في الاول donc je vais la noter. Et bien sûr, ratouli systématique, c'est un patient qui va recevoir la prémédication. Donc, elle anticipe suite à le soin كامل اللي داز غادي يكون عندها غتكون جمعات واحد لي زيدي pour le soin prochain. Donc, pour la communication thérapeutique, on a fait une petite enquête باش نعرفوا est-ce que كما قلت في الاول les infirmiers ديالنا عندهم la notion est-ce qu'ils exercent cette communication thérapeutique بلا ما يحسوا ou le besoin واش كما قلنا la formation ولا هذا. Donc on a fait une étude transversale donc toutes les infirmières ديال le service de déficit suite à un questionnaire. Le questionnaire il a traité les facteurs qui sont liés aux infirmières, l'environnement, le patient et les connaissances en matière de communication thérapeutique. Donc سولنا les infirmières واش ما كديروش لا كنا معاهم donc le questionnaire حضروا حنا كاينين باش ما يكونوش les réponses biaisées. ما كديروهاش parce que vous sentez que vous avez une surcharge de travail, vous êtes en pénurie, vous aviez des expériences désagréables. Donc هادوما les types de questions. Pour les facteurs qui sont liés aux patients, est-ce que vous n'utilisez pas parce que le patient qui est déjà anxieux, douloureux, même que je radis في هذا الوقت كامل غير كتجيو كتابوردي l'injection de déficit immunitaire.
est-ce que la population ولات كتجيب واحد لاتيتود نيجاتيف كتقول عافاك ما تهضريش معايا انا ديجا هضر معايا الطبيب ولا انا كنثق غير في الطبيب دونك حتى لا بوبولاسيون كتحبس معاك انت لانفيرميير عافاك جي ها واش انت الطبيب بعدا اول سؤال واش انت الطبيب ماشي الطبيب دونك هادو كاملين لي كيسيون كانوا دي كيسيون بارابور à l'environnement كما قلنا et puis des questions qui sont liées directement à la communication. Les éléments, qui sont 6 éléments de la communication thérapeutique, préparer le terrain, la confiance active. Les questions les infirmières. Est-ce que vous assurez un accueil professionnel? L'accueil professionnel, est-ce que la tenue qui est différente des médecins? Est-ce que je suis reconnaissable? واش عندي ان بادج واش كنجي كنقول ليه السلام عليكم انا الانفيرميير فاطمه انا اللي غنتكلف بك فاش غتنعس في هذه الوحده انا راه كندير الصباح وغتجي صاحبتي خديجه في العشيه وفي الليل راه غيجي الانفيرميير محمد وحنا الخدمه ديالنا ها فاش الطبيب ها هي الخدمه ديالو لا ماجوريتي اون ريبوندو الصراحه نو بور نو جو بونس كو سي لو ميم كا بور فو الا كانت شي حاجه غتكون تري لايت جو نسي با جيمري بيان نسمعكم. Pour moi, je pense que la procédure que les autres vies. Je pense que le premier contact qui conduit le patient avec le service, c'est avec l'infirmier de garde. La présentation que tu connais avec le patient, l'installer, informer la maman et essayer de créer une relation pour faire confiance. Pour moi, personnellement, le premier acte, par exemple, lors de la prise de la voie vineuse, كنحاول نضحك معاه نلبعاه نفخليه le gant comme voilà, ballon, etc. Voilà. Voilà. Aussi, مع la maman aussi, حيتاش هي كتلعب واحد لو رول تري امبورطون. الا ربحتي لا كونفيونس ديال لا مامون راك ربحتي plus de 50% في la relation ولا في la prise en charge ديالك مع l'enfant. Donc, la majorité de nos infirmières avaient une moyenne âge de 30 ans, avec plus ou moins 6 ans. 100% étaient des femmes. C'était des équipes fixes ou tournantes. Et 68% avaient une ancienneté de moins de 5 ans. Donc, ce sont des infirmières jeunes. Donc, on a essayé, avec le résultat de questionnaire, de mesurer le niveau de communication thérapeutique, et puis on a trouvé que 18% des infirmières qui vraiment avaient ce tact et cette définition de communication thérapeutique. 44% faibles, avec des moyens et pas de notion, et 38% moyens. Donc, pour les résultats, les facteurs qui sont infirmière, la relation thérapeutique, la communication thérapeutique, donc majoritairement, c'est l'épuisement professionnel. Je suis déjà souvent seule dans le service où on est à 2 avec 30 patients.
l'épuisement professionnel, le manque de formation. Effectivement, toutes les structures n'assurent pas cette formation et des tâches infirmières complexes, surtout en unité de déficit, comme on avait vu. Le perfuseur, le gant stérile, la seringue autopousseuse, donc c'est le soin technique راه تاخذ لي نص الوقت وباقي سابقيني شحال من مريض عاد انت باغياني نهضر معاه ونشرح ليه ونضحك معاه ونتفلى معاه راه مشى النهار. Donc, les résultats, ils concordent avec des résultats d'autres auteurs, les gens d'autres pays plus développés que nous, ou là même en Éthiopie et en Afrique du Sud. Donc, sincèrement, c'est les mêmes résultats. Pourquoi vous n'abordez pas, vous ne faites pas de communication thérapeutique? Bon, les résultats qui sont parce qu'il y a un aidant, parce que l'enfant a des antécédents d'hospitalisation qui j'ai mis la voix, l'isolement pour les pathologies contagieuses. Donc, les mêmes résultats aussi, les d'autres études, soit en Europe, en Afrique, au Canada ou en Asie. Pour les facteurs qui sont liés à l'environnement, généralement les infirmières ont répondu que le stress, la pénurie du personnel et le manque de participation des infirmières à la prise de décision, que nous avons les facteurs. Bon, prise de décision, l'infirmière qui تبدل شي produit X ou Y, كتقولها l'équipe médicale, attention, راه هذاك دار plus de réaction allergique. عافاك كون غير ديتو لنا لو برودوي الاول راه كانوا الدراري كيدير معاهم ما كيهبطش لهم لا طونسيون. Je dis n'importe quoi. Il n'y a pas de retour. On vous ramène le même produit. Donc, c'est ce que أنا رأيي عطيته أنا اللي قريبة للمريض أنا اللي كنعبر لي كونستانس وداك الشيء ما تخداش رأيي. أكوا بون نبقى نعطي هاد لي remarques. Et puis, il y a les facteurs qui sont personnels sociaux. Actuellement, on voit de plus en plus d'agressivité vis-à-vis des infirmières. كما قلنا إلا غطيتي واحد لا فوا بلاغي شويه ديال الدم تقدر دير ان سكاندال تقلب لو سيرفيس كله. دونك يقول لك لي زانفيرميير حنا ولينا طالبين غير الله يدوز سيرفيسنا على خير ونجيب الجوج ما باغا لا نهضر لا والو باغا يحطوا لي الماتيريال ويحطوا لي الشاريو ندوز هذوك المرضى ديالي ما عنديش حتى الجهد باش نهضر. دونك هادو سي دي زيتيم اللي خرجوا في ليتود. Et pour conclure, parce que donc cette étude elle a fait ressortir un grand écart entre la communication thérapeutique, la théorie, et les patients. Donc, on a plusieurs facteurs. Bon, ce qu'on note, c'est qu'il faut améliorer les conditions de travail des infirmières, augmenter les effectifs, assurer la formation. Et l'infirmière, il connaît la part participative, au sein de l'équipe. Donc, on n'est plus dans le biomédical, le médical. L'infirmier a un rôle, il est actif, il est plus proche du malade, il passe le plus long moment avec les malades. Donc, c'est la personne, je dirais 100% de données qui sont réelles vis-à-vis de le malade, parce que c'est la personne qui contacte le malade. Et bien sûr, il faut motiver, comme on a dit, et créer un environnement de travail positif pour améliorer cette communication thérapeutique. Et je vous en remercie. Merci beaucoup, Madame Zerir, pour cette présentation riche et pertinente sur la communication thérapeutique. Nous allons maintenant passer à la dernière présentation de cette session. J'ai le plaisir de présenter Madame Ihsan Arshan, une psychologue clinicienne et doctorante au laboratoire d'immunologie clinique, inflammation et allergie. Elle va nous présenter la prise en charge des déficits immunitaires primitifs en abordant à la fois les aspects physiques et mentaux de cette prise en charge. À vous la parole, Madame Ihsan. Alors, salam alaikum tout le monde. Comme mon cher collègue Yassine a dit, je suis Ihsan Arshan, psychologue clinicienne, donc doctorante en première année au laboratoire Lycia. Je travaille aussi en service de pédiatrie infectieuse à la P1, mais je ne vois pas d'infirmier le service. Donc, ça fait 2 ans que je travaille justement auprès d'enfants atteints de déficit immunitaire primitif. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation qui part d'un constat. Ça fait 2 ans que je travaille dans le service où je travaille beaucoup auprès des infirmières et
on a constaté qu'au final, le personnel le plus proche des patients, c'est les infirmières. C'est les personnes qui passent le plus de temps avec les enfants, c'est les personnes qui répondent à la détresse des parents, surtout les mamans qui sont hospitalisées avec leurs enfants. Donc ça va juste être un peu un état des lieux. Et moi, j'ai essayé de répondre à un besoin lié à la. Donc, je vais juste rapidement faire passer une présentation, faire un petit état des lieux, quelques informations, mais ça serait utile et important qu'on échange vers la fin. Et vous me posez des questions et on part de là. Ok? Donc, on va commencer un peu. L'agenda serait de parler du vécu psychologique des enfants atteints de déficit immunitaire primitif, les besoins psychologiques des enfants, ensuite le rôle des infirmiers dans le soutien psychologique, la collaboration multidisciplinaire justement entre médecins, infirmiers, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes, etc. Et ensuite, on ouvrira une petite foire aux questions. Alors, pour le vécu psychologique, il y a d'abord l'impact du diagnostic sur l'enfant, la peur et l'anxiété. Le diagnostic des déficits immunitaires, il est effrayant parce que c'est surtout une peur vis-à-vis de l'inconnu. Les enfants me disent qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Et des fois, ce n'est pas seulement les enfants, c'est aussi les parents. Moi, j'ai eu beaucoup de parents. La maman, elle comprend un peu par force des choses parce qu'elle est là, parce qu'elle s'hospitalise avec l'enfant. Mais j'ai eu une maman qui, justement, a été hospitalisée pendant 3 ou 4 mois et dont le conjoint ne comprenait pas la légitimité de 3 ou 4 mois. C'est-à-dire que ça fait 3 ou 4 mois et chaque jour il me dit ou parce qu'il ne comprend pas un déficit immunitaire primitif. Ou moi, au-delà de je veux rentrer, j'ai peur de rentrer. J'ai toute la famille et la belle famille et justement ne comprennent pas ou là ne veulent pas comprendre un déficit immunitaire. ما كتدخلهمش لدماغهم que c'est un enfant اللي ما خصكش تبوسو ما خصكش تجي تشوفو que c'est un enfant qui est malade, c'est un enfant ما عندوش مناعة. Pour eux, المناعة هي بحال الرواح. Donc c'est des enfants et c'est des familles, ils sont sujets à l'inconnu et sujets ils sont mal compris. Leur entourage ما تيفهمهمش. Donc il y a la peur et l'anxiété, il y a aussi l'isolement. L'isolement, c'est des enfants qui s'hospitalisent pendant de longues durées. De longues durées, c'est-à-dire que même la scolarité ما كتبقاش بزاف. C'est des enfants qui يخافوا عليهم والديهم donc ما تخليهمش يمشيو يلعبوا avec الجيران ولا avec les cousins. Donc c'est des enfants seuls. J'ai aussi l'hospitalisation maintenant, je sais pas où tout le monde sait, le nouveau service ديال déficit الفوق. Ils sont plus hospitalisés dans des salles communes, ils sont hospitalisés dans des salles individuelles, c'est-à-dire qu'ils se doivent la maman avec son enfant et on n'a pas encore arrangé la salle d'activité commune, donc c'est des enfants seuls finalement. Sa maman, on interdit la circulation dans le couloir pour des raisons sanitaires, mais ça fait aussi qu'ils sont seuls. Donc il y a l'isolement. Ensuite, il y a les effets des hospitalisations fréquentes et des traitements, les hospitalisations répétées. La maman, quand elle dit, le service, elle est rentrée pour une hospitalisation, elle était là pour 6 mois, elle était rentrée وتلاقيت معاه قلت لها شنو جيتي دير وسا ريبونس ما بوكو انتربيلي قالت لي هذا هو حالنا مع هذا المرض كنخرجوا نرتاحوا شويه ونعاودوا ندخلوا ونعاودوا نجيو لوبيتال ماشي تيجيو يرتاحوا في لوبيتال ويخرجوا لا قالت لي حنا اوني توجور لا غير تيخرجونا ان بو كنرتاحوا واحد 1 موا ولا هذا وعاوتاني راه كنجيو زعما حالنا هو هذا اوني توجور اوسبيتاليزي ولا خرجنا باش نعاودوا ندخلوا لي تريتمون ميديكو. Les traitements médicaux, vous savez déjà ce que c'est. C'est des traitements lourds, c'est des traitements à vie, c'est venir une fois par semaine pour Tigeline, c'est le déficit, les infections associées. Voilà, donc c'est les traitements médicaux. Ensuite, il y a le développement émotionnel et social. Émotionnel parce que les enfants atteints de DIP peuvent éprouver une gamme d'émotions, de la frustration, de la tristesse, et le soutien émotionnel, il est crucial pour les aider à gérer ces sentiments. Le social, les interactions sociales peuvent être limitées, je l'ai dit tout à l'heure, par la maladie. Cela peut affecter la capacité de l'enfant à développer des compétences sociales importantes et à établir des amitiés. Participer à des activités sociales adaptées peut être bénéfique pour leur développement. Donc,
on sait que parce qu'on a essayé de marcher. Et partout dans la vie, parce qu'on a essayé de marcher. Donc on apprend à faire des choses en les faisant. Ces enfants, la sociabilisation, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, on appelle le stade préscolaire, le stade scolaire et préscolaire, le stade de socialisation. C'est parce que l'enfant, la crèche ou le primaire, il apprend à sociabiliser avec ses parents, frères, oui ou non. Donc, ces enfants, il y a des stades qu'ils ratent. C'est des enfants qui sont justement pas assez sociabilisés. Ils n'ont pas des pères, ils n'ont pas toujours des camarades de classe. Donc c'est aussi des gens qui, on fait que donc il faut comprendre que c'est des enfants qui, au lieu de l'endroit de sociabilisation au lieu d'être l'école, qui est l'hôpital. Parce que finalement, ils passent plus de temps à l'hôpital que ou avec leur famille ou à l'hôpital. Ensuite, il y a les besoins psychologiques. Donc d'abord, on va les besoins psychologiques des enfants. Qu'il y a le soutien émotionnel et l'assurance. C'est des enfants qui on a besoin de se mettre. Je l'ai remarqué, je comprends. Donc ce que je vais dire maintenant, il vient d'une attitude empathique. Parce que c'est le cas pour nous aussi les psys, mais pour les professionnels de la santé, le médecin ou l'étudiant, le résident ou l'infirmier aussi, pour nous aussi, mais on n'a pas le patient. Et c'est des journées longues, ou c'est des journées stressantes, ou c'est un travail qui est stressant. Mais ce que je remarque, c'est que quand on a cet enfant, on fait juste notre travail. Surtout quand le geste il est médical. Mais on ne prend pas en compte le point de vue de l'enfant. C'est un enfant où je fais mon geste, ou la voix, ou je fais mon bilan, mais imaginez, vous êtes adulte, où il a déjà quelqu'un pour faire un geste sur votre corps et il n'a pas demandé votre permission pour faire ce geste. C'est intrusif. Mais il y a quelqu'un où je prends idée, ou là, moi j'ai eu beaucoup d'enfants, c'était difficile de prendre la voix. C'est difficile de prendre la voix parce que c'est-à-dire qu'il avait déjà une voix et la zone elle est hypersensible. Ou quand j'ai l'infirmière, je comprends. Mais c'est douloureux et traumatique, ou pas traumatique que pour le corps. Ça, imaginez, c'est un enfant, en gros, on lui dit que tu n'as pas de contrôle sur ton corps. Quand une personne où elle fait son geste douloureux, et il n'a pas de mots à dire. Ils sont insensibles et impuissants par rapport à ça. Donc, il faut penser à ça en premier. L'écoute active et empathique, la rassurance et la réassurance constante. Ma collègue tout à l'heure, elle a parlé de juste énoncer ce qu'on va dire. Le geste, il est le même. Mais ça fait une très grande différence. Bonjour, s'identifier, ça c'est essentiel. Ça crée au moins un lien. Nos patients, tant bien que mal. انت ملي غتدخلي عند واحد لاصال وغتقولي بانه باغ اكزومبل انا غندير فوا هذاك لو باسون انت راه كتعرفي ولكن هو راه ما كيعرفكش ديما بايماجيني سكو سي توا تو سي انت عارف راسك عند من داخل هو سي دون سون كور كو سا سباس مي il ne sait même pas شكون il fait داك دونك on rentre on s'identifie le nom et la fonction ensuite il a غندير شي حاجه غير لي نونسي بحال كتهضر مع راسك ناخذوها بحال كنهضروا مع راسنا je vais prendre ta main et ensuite je vais faire ça et énoncer ce qu'on va faire, ça c'est super important. Ça donne au moins un sentiment de contrôle sur la situation à l'enfant. Ensuite, il y a l'importance de la normalisation de la vie quotidienne. La collègue l'a dit aussi, essayer un maximum possible. Il a justement, on peut dire aux parents, ils يجيبوا leur القرايه ديالهم. Parce qu'au final, la journée elle est longue, mais elle ne se passe pas comme là sur le geste médical. Il y a des moments, quand j'ai par exemple au service vers les coups de 13h, 14h, le service il est assez calme. C'est-à-dire ça file, les bilans تداروا الصباح, la visite تدار الصباح qui دوزوا les profs, l'après-midi elle est ennuyeuse. Donc les enfants au moins inculquer aux parents ou la pousser les parents les parents parce que vous êtes les infirmiers vous êtes le premier contact vous êtes le premier contact et le contact majoritaire c'est-à-dire même le service donc maintenir une routine
il a qu'un sabah, il est fait pour le geste médical, pour la visite ou pour les bilans. Dire l'après-midi pour les activités. Il a من غير القرايه يقدروا يكونوا des activités ديال le jeu. Là, on est en train de travailler avec SAF, l'association Hajar Brina, on aménage un peu la salle de jeu. Le service, au moins les enfants l'après-midi un peu calme, ils faire des activités. La participation aux activités, c'est justement quelque chose qu'on travaille. Ensuite, les stratégies pour améliorer la résilience et l'autonomie. Et là, vous voyez que qu'il y a شي حاجة اللي on le remarque. Ce qui est naturel, mais ça n'excuse pas. Les parents, les mamans surtout, les mamans qui sont hospitalisées avec les patients, elles couvent. C'est-à-dire qu'elle fait tout pour l'enfant, pas forcément dans son intérêt. Si on a des enfants, il y a des choses qu'ils peuvent faire. Mais si vous pouvez inculquer ça, pousser un peu l'enfant, même dans votre geste, il a ou par exemple, tu avais besoin de quelque chose, flotte bout de la salle, il a la salle de prélèvement, tant mieux, au moins, si vous voyez que l'enfant il fait quelque chose, renforcer positivement, c'est-à-dire encourager dans ce sens. Il a شفتيه كيدير واحد الحاجه dans le bon sens, il faut le préciser, mais تقولش لا صافي ما نقولهاش, parce que c'est dans ce sens qu'on renforce le comportement positif. Ou aussi des fois pousser un peu les mamans à laisser شويه l'indépendance. Il peut manger seul, il mange seul. ما نوكلوش. حيت finalement il خليتي l'enfant qui ولف la dépendance, ça devient difficile من بعد de l'inculquer dans le monde extérieur. Même il va bien, la scolarité elle est difficile. C'est un enfant qui justement et à l'école ça peut pas se passer comme ça. Donc c'est important de renforcer positivement et encourager l'indépendance de ces enfants. Maintenant, le rôle des infirmiers dans le soutien psychologique, l'écoute active, communication empathique, ça rejoint beaucoup l'intervention de ma collègue tout à l'heure. L'intérêt et l'empathie pour les émotions et les préoccupations des enfants. Écoutez l'enfant. L'enfant, il parle. Pas forcément avec les mots, mais les enfants parlent. Et les enfants, ils ne mentent pas, mais ils ont le côté authentique. C'est-à-dire, si on prend le temps d'écouter l'enfant, il a des choses à nous dire et des choses vraies. Et des choses qui peuvent nous aider dans notre pratique, les aider dans le vécu de leur maladie. Utiliser des mots rassurants et un ton doux pour créer un environnement de confiance, se dire qu'on parle à des enfants. La communication, ce n'est pas adulte, parler un peu le langage de l'enfant, ça c'est essentiel. Ensuite, les techniques pour réduire l'anxiété et la peur, les jeux, les activités de distraction. Je ne sais pas si c'est possible dans ce sens, mais on peut rendre l'acte médical ludique chouïa. C'est un peu idéaliste, mais peut-être que le matériel de l'adulte de l'enfant, si on peut rendre le matériel enfant un peu ludique, oui, super important, des garoches, oui, un peu faux. Pour nous, ça fait, on a fini. Donc, le jeu, l'activité, la tenue, le langage, rendre la chose un peu ludique, et donc voilà. Collaboration multidisciplinaire, moi en tout cas ça me fait plaisir, ça m'a fait plaisir. La situation, j'avais un patient que j'ai suivi pendant 4 ou 5 mois, c'est une hospitalisation de très longue durée, où Allah yarhamou, il a décédé subitement à minuit, 1h du matin, et c'est l'infirmière qui m'a appelé pour me l'annoncer. Pour me demander justement, même si c'était minuit, de me déplacer pour voir la maman parce qu'elle était dans une situation pénible, et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir que la communication multidisciplinaire. Si vous êtes infirmier ou vous êtes un peu le chef d'orchestre de l'équipe, c'est-à-dire quand il y a un problème médical, on est d'accord, vous appelez l'interne de garde, le résident ou le prof, ou quand vous voyez qu'il y a un besoin, comme infirmier, il est un patient ou un enfant qui a un besoin d'une discipline, pas forcément dans le service. L'assistante sociale, oui. Et ça fait. Je clôture.
لا sous-traité. Maintenant, je me suis présentée, je suis Ihsan Arshan, psychologue clinicienne. Appelez, la P1, s'il vous plaît, est-ce que vous avez quelqu'un? Faites. Si on ne peut pas faire à notre niveau, on va sous-traiter à quelque chose. Vous n'avez pas de clinicien. Mais s'il vous plaît, appelez, demandez. Avis psy, leader, si vous voyez des signes de sévices, appelez, demandez. Comme un enfant qui a juste besoin d'une rééducation, on le prend sur le plan médical, ou c'est quelqu'un qui a besoin d'orthophonie ou la kiné, ou il ne s'améliore pas. Il faut qu'on améliore la communication multidisciplinaire. On ne peut plus, d'abord, de nos jours, on ne peut plus traiter que le médical. On règle le problème médical. Exactement, l'UDIP, donc appeler, communiquer, et on a les bras grands ouverts. Si on peut s'aider avec tout le monde, on le fait. Donc voilà, c'est un peu la fin de mon intervention. J'espère que ça vous a été utile. Bon, merci beaucoup pour votre présence. Moi, concernant la session demain, Inch'Allah, ça sera à l'hôpital au niveau du service P1. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de questions, vous avez une question? Ça sera demain, Inch'Allah, à l'hôpital, au niveau de l'hôpital Abrahim El Harouchi.